Bien, le bonjour à vous tous. Nous passons maintenant au chapitre 8. D'accord. Et je viens de faire l'enregistrement de la leçon en arabe et je leur ai montré ces repères, ces balises-là pour reconnaître, pour se reconnaître, pour se situer dans l'œuvre. Donc, alors, première chose à laquelle il faut faire attention, chapitre 1, c'est l'hiver. Chapitre 4, c'est le printemps. Chapitre 8, c'est l'été. Bon, par exemple, si vous avez dans le texte qu'on va vous donner le jour de l'examen, si vous avez des phrases parlant de la chaleur, parlant des punaises, parlant des mouches, des moustiques, d'accord? Donc, alors vous savez que vous êtes dans les chapitres 8 et plus. D'accord? Si vous avez un chapitre avec un cerisier en fleurs ou bien, d'accord? Donc, bien sûr, vous êtes dans les chapitres du printemps. Alors, et les chapitres 5, 6 et 7, c'est l'Ashura. D'accord? Bon. La seule mention de l'Ashura après le chapitre 7, c'est après l'Ashura. Début chapitre 8, après l'Ashura. Donc, après le chapitre 8 et avant le chapitre 5, vous n'avez pas, on ne parle pas de l'Ashura. Donc, si vous avez le mot Ashura, vous savez que vous êtes situé entre le chapitre 5 et le chapitre 7. Chapitre 4, 5, 6, donc j'ai déjà insisté sur ça. Donc chapitre 4 sont de petits récits. Chapitre 4 c'est Adla, la chaînette, Uthman. C'est l'oncle Uthman, c'est Abdallah l'épicier et c'est la chaînette de cuivre. D'accord? Donc, en ce qui concerne l'histoire de l'Aïcha, dans le chapitre 4, c'est la faillite de Moulay al-Arbi à cause de la dispute avec... Bien, oui, donc c'est plus qu'une dispute, c'est une plainte d'Abdelkader chez le Pacha. Donc, ensuite, chapitre 5, le sacrifice de Léla Aïcha. Elle vend tous ses biens et tous ses bijoux. Chapitre 6, les affaires de Moulay al-Arbi sont relancées, ça marche de nouveau bien. D'accord. Chapitre 8. Bon, alors, chapitre 8 et chapitre 9, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais je peux vous dire d'ores et déjà que chapitre 8, on y parle du remariage. Le remariage, oui, et chapitre 9, c'est le malheur de Moulay al-Arbi dans son nouveau mariage. Moulay al-Arbi, c'est un homme âgé. Il s'est habillé avec une petite fille, la fille du coiffeur. Donc, alors, la fille du coiffeur n'est pas satisfaite de ce mariage. On va voir surtout ça dans le chapitre 11. Bon, après l'Ashura, retour à la monotonie, la routine, le train-train habituel de la vie. Donc, les punaises sont de petits insectes, très petits, d'accord, comme des moustiques. D'accord. Bon, alors, les punaises, les seules qui sont échappées à la mer tue toutes les punaises. Alors, quelles sont les punaises qui restent? Ce sont celles qui s'accrochent au plafond. Pourquoi? Parce que le plafond, en ce temps-là, c'était pas fait en béton, non, c'était fait en paille, en foin, d'accord? Et il y a beaucoup d'insectes qui pouvaient s'y incruster, y habiter. D'accord? Bon, il nous dit, en ce qui concerne les mouches, elles sont imbattables, on ne peut pas les vaincre, d'accord? Quoi que fasse la mer pour se débarrasser des mouches, elle n'y arrive pas. Bon, l'homicide, il y a beaucoup de chaleur. Alors le fki, il déménage, d'accord, dans un autre sanctuaire, plus froid. Et ce déménagement a un effet apaisant sur le fki. Le fki n'est plus aussi sévère, il devient plus calme. Sidi Mohamed aime ce calme, il commence à bien apprendre. Alors le fki, il rencontre le père, il lui dit, Sidi Mohamed va devenir un grand ouléma, d'accord, un grand savant. Le père est vraiment très très fier. Mais Sidi Mohamed, il nous dit, non, moi je ne veux pas devenir un ouléma. D'accord? Moi, les oulémas, ils ont de grosses bedaines, un grand ventre. D'accord? Et ils portent des vêtements vraiment qui ne me plaisent pas. D'accord? Moi, j'apprends bien pour faire plaisir à mes parents.
Bien, alors, un lundi, si vous voulez, il y a des personnes qui considèrent que c'est l'événement perturbateur. D'accord? Donc, le père annonce que à cause de la chaleur, les djellabas ne se vendent plus. Il fabriquait des djellabas pour hommes. Mais les haïks pour les femmes, bon, la plupart des femmes s'habillaient alors en haïk. Elles ne mettaient pas de djellaba. D'accord? Alors, il essaie de se convertir au haïk, de changer, si vous voulez, d'articles fabriqués. Il confectionnait, il tissait des djellabas, il va commencer à tisser des haïks. Et il a vendu toute la marchandise des djellabas. Avec la moitié de l'argent de la somme gagnée, il va acheter la marchandise pour les haïks, mais avec l'autre moitié, il dit à sa femme, depuis longtemps tu me parles de ces bijoux. Il y a des bijoux qu'ils appelaient alors soleil et lune. Depuis longtemps tu me parlais de ces bijoux, alors moi je vais te les acheter. Bien, en parlant, Sidi Mohammed compare la beauté des bijoux à celle des fleurs. Bien sûr, un enfant, lorsqu'il compare, il compare les couleurs, il compare les formes, il ne fait pas attention au coût, à l'argent. Les autres commencent à rire. Alors, Sidi Mohammed, il fait un monologue. Bon, c'est plutôt Ahmed Sfarewi qui parle ici. Il nous dit, c'est Sidi Mohammed qui parle, mais je crois, il utilise le présent pour marquer le moment de l'énonciation, pour dire que ce jeu, c'est Ahmed Sfarewi. C'est pas Sidi Mohammed. Il nous dit que j'étais très mélancolique, et cette mélancolie, elle est sûrement causée par l'incompréhension des autres. Ma famille ne me comprenait pas, et mes voisins non plus. Après l'Asr, ils partent au souk. Alors, dans le marché des bijoux, il y a un courtier de l'aile qui vient pour leur vendre un bijou. Bon, ils se mettent d'accord sur le prix, il leur dit attendez que je revienne. Il s'en va et ne revient plus. Le père attend, et il dit je vais le chercher. D'accord? Lorsqu'il va, il reste un certain moment, puis il y a des remous dans le souk. Des remous, c'est-à-dire de grands mouvements de la foule des gens, d'accord, comme les remous, normalement, on le dit pour les vagues de la mer. Le père et le courtier, tous les deux passent en se tenant collés, donc chacun prend l'autre avec le col de ses vêtements et ils passent pour régler leurs affaires chez, je crois, l'Amin ou bien chez le Pacha, ou bien, d'accord. Donc, ils vont voir. Alors, le père est très longtemps attendu jusqu'à ce que le crépuscule arrive. Le crépuscule, c'est le moment où se couche le soleil. Alors, ils l'ont attendu, après, il rentre à la maison. Alors, c'est la première fois que Sidi Mohammed voit sa mère vraiment triste. Tout le temps, elle pleure. Tout le temps, elle se lamente. D'accord, hein? Bon. Mais, regardez, elle se lamente en se frappant les cuisses avec la main, en se passant les ongles sur le visage comme si elle s'écorchait, se griffait la peau. D'accord, hein? En criant à voix haute. Mais il savait que c'était simplement du cinéma, c'était pas du vrai chagrin. Mais cette fois-ci, elle rentre à la maison, elle s'asseye dans le noir. Bon, le verbe s'asseyer, on dit le verbe s'asseyer, s'asseoir. Les deux sont justes. Il s'asseye ou bien il s'assoit. C'est, je crois, le seul verbe en français qui a deux formes et deux conjugaisons. Alors, ils attendent dans le noir. Lorsque le père arrive, la mère lui demande où étais-tu? Il lui a dit, quelqu'un a voulu me rouler, il a voulu se rire de moi, je l'ai corrigé, et me voilà les bracelets. Alors il lui dit, non, je ne veux pas de ces bracelets, ils vont nous porter malheur. Alors le père, il lui dit, tu vas les prendre. J'ai fait tout ça pour que tu les aies, tu me dis maintenant de les... Donc, ce qui fait que l'image qu'on a maintenant du père, c'est un homme qui se respecte, d'accord? C'est un homme parce que c'est ça la vraie image de l'homme.
Donc, c'est un homme qui a une forte personnalité. Il arrive à arracher ses droits et lorsque les choses l'imposent, il arrive à imposer sa volonté dans la maison, d'accord? Mais la plupart du temps, presque tout le temps, c'est un homme gentil, c'est un homme qui fait tout ce qu'on lui demande. Si sa femme veut quelque chose, elle veut une lampe à pétrole, il la lui apporte. D'accord, elle veut des bracelets, il va lui acheter des bracelets dès qu'il en a l'argent. Bon, mais maintenant, il doit être ferme et il est ferme. Alors, la mère, elle dit, tu vas voir, ces objets ne vont nous apporter que du malheur. D'accord? Alors, cette nuit. Voilà. Donc, il se rappelle de cette nuit-là, d'accord? Il nous dit, je me souviens, d'accord? Bien sûr, qui parle ici? Si vous vous dites que c'est Ahmed Sfraoui, je vous dis un grand bravo. Pourquoi? Parce qu'on a le présent et on a surtout un renouvellement du contrat de sincérité. Je me souviens, je revois, ce sont des vers qui montrent qu'il se souvient, que ce sont des souvenirs de quelque chose qui s'est réellement passé. D'accord? Donc, cette nuit-là, elle est peuplée de cauchemars et le lendemain, le narrateur est pseudo-maladie, c'est presque une maladie et on va voir que cette maladie va devenir vraiment la plus sérieuse maladie du narrateur pendant ce roman, si vous voulez, d'accord, le long de ce roman. Donc, Aïcha arrive, elle annonce que Moulay al-Arabi a épousé la fille d'Abdelrahman le barbier. Vous connaissez Abdelrahman, c'est celui qu'on a vu dans le chapitre 7. Le narrateur tombe vraiment malade. Bien, les malheurs commencent à venir, comme disait la mère. Et c'est un reproche qu'on fait à Ahmed Sfraoui. On lui reproche de ne pas avoir essayé de démentir la superstition. Il présente la superstition comme étant quelque chose de vrai, de réel. Ceux qui le défendent, ils disent que mais c'est le regard d'un enfant. Un enfant ne se rend pas compte que c'est de la superstition, que ce sont de mauvaises croyances. Mais, attention, dans une autobiographie, l'auteur a le choix d'intervenir dans un commentaire et de démentir cela, de montrer que cette superstition était quelque chose de pas vraiment recommandable. D'accord? Donc, alors, chapitre 9. La maladie de nature est sérieuse. Le père retourne et il annonce qu'il a perdu son argent dans le marché des Haïk. Comment l'a-t-il perdu? On ne le sait pas, mais il voulait acheter la marchandise pour les Haïk. Lorsqu'il a voulu prendre son argent, il ne l'a pas trouvé. Alors, pour moi, personnellement, c'est ça l'événement perturbateur. Et ce qui s'est passé dans le chapitre 8, l'annonce de la reconversion au Haïk, c'est une annonce de la perturbation. D'accord? Mais les deux opinions sont justes. Il y a des personnes qui considèrent que c'est le chapitre 8 qui est l'événement perturbateur, d'autres que c'est le chapitre 9, et les deux se respectent. Comme pour Oshkorn dans la ficelle. Il trouve une ficelle et le crieur public annonce que un certain homme a perdu un portefeuille et qu'il y a une récompense à celui. Il y a des personnes qui considèrent que la trouvaille de la ficelle est l'événement perturbateur. Mais après, on revient à la situation initiale. Donc, ce n'est pas vraiment un événement perturbateur. Donc, c'est le crieur public, pour moi personnellement, qui est l'événement perturbateur. C'est la même chose ici. Après la perte de l'argent, on entre dans les péripéties, dans les complications. D'accord? Il y a des personnes qui disent, mais dès le moment où les problèmes commencent à se passer, il va se disputer, se dit Mohamed va tomber malade, d'accord? Donc, mais ce n'est pas des événements qui ont une relation avec la perte de l'argent. Donc, la mère lui dit, mais tu ne peux pas. Donc, il lui dit, je vais partir dans les régions de Fès pour travailler dans la moisson, pour rassembler
le capital, l'argent pour relancer mes affaires. La mère lui dit, mais tu peux emprunter de l'argent. Il lui dit, non. Nous, les montagnards, nous ne prenons jamais de l'argent de quelqu'un. C'est pour nous un point d'honneur. D'accord? Bien. Et de cette façon, il va vendre les bijoux. L'argent des bijoux, il va servir de budget à la mère pour dépenser pendant ce mois. D'accord? Et on va voir que le père ne va pas les oublier, bien sûr, il va leur envoyer de l'argent et des vivres, de quoi manger très prochainement. Bien alors, maintenant, la mère pense que le mauvais présage, le malheur annoncé par les bijoux est arrivé. Le surlendemain, c'est-à-dire 2 jours plus tard, le père est parti. Et on va parler ici, d'accord, l'auteur va parler, il va faire une réflexion sur le rôle du père dans une telle famille. Le père ne revenait à la maison que le soir. Il partait à 4 heures du matin. Il revenait seulement après le crépuscule, presque vers le moment du dîner. Et malgré le fait qu'il est tout le temps absent, le fait qu'il soit à côté dans une boutique procure un sentiment de sécurité à la mère. Mais le père va s'éloigner maintenant pendant un mois, alors la mère va vivre ça comme une catastrophe. Elle va même commencer à aller chez les voyants et dans les sanctuaires des saints pour implorer le retour du mari. D'accord? Ce type de société, d'accord, on l'appelle une société patriarcale. Et le père d'une telle société s'appelle un patriarche. D'accord. Patriarche. C'est quoi un patriarche? C'est une société dans laquelle l'autorité est aux hommes et les femmes n'ont aucune autorité. C'est très rare dans l'histoire, mais dans certaines forêts de l'Amazone, il y avait des sociétés matriarcales avec une matriarche. Dans ces sociétés, ce sont les hommes qui sont marginalisés, ce sont les femmes qui commandent. Bien, alors maintenant, dans une telle société, la femme n'a aucune responsabilité. D'accord, elle est comme une petite fille. D'accord, et dès qu'elle a un petit problème, elle cherche la protection du mari. D'accord, maintenant, Mohammed va parler de l'attente à la mère et il va tenir des propos précoces, c'est-à-dire des propos qui sont ceux d'une personne plus grande en âge. L'enfant paraît s'être vite consolé. Il commence à rire et sa mère lui dit « Mais attention, les voisins vont se dire « Son père vient de partir et il n'est pas triste. » Bien, l'enfant est malade, alors Fatma lui apporte de la soupe et il la mange, il la boit vraiment après de grands efforts de Zoubida et de Fatma. La mère va voir l'Aïcha et l'enfant a très peur lorsqu'il reste seul. La mère est triste lorsqu'elle retourne ce soir et un orage. L'orage, c'est une tempête accompagnée de beaucoup de pluie. D'accord? Et il la compare à des démons. Il entend le bruit du vent comme celui des démons. Le matin, il a des désirs de déjeuner, c'est-à-dire il entre dans une période de convalescence. La convalescence, c'est entre la maladie et la guérison. Lorsque tu commences à guérir, on dit que tu es en convalescence ou bien tu es convalescent. Bien, alors, le matin, l'enfant est convalescent maintenant,
Il y a les racontars de femmes, il entend les femmes parler, et selon ces racontars, on va apprendre une nouvelle péripétie dans le mariage de Moulay al-Arbi. Il est malheureux dans son mariage. Pourquoi? Parce que c'est un mariage avec une très grande différence d'âge. D'accord? Donc, Moulay al-Arbi est presque vieux. La fille du coiffeur est encore presque une adolescente. Et un tel mariage ne réussit pas. D'accord? Sauf exception, bien sûr. Mais généralement, un mariage avec une différence d'âge, bien sûr, c'est un mariage qui est voué à l'échec. Visitation Tijani. Donc tout de suite, la mère commence à recourir à la superstition. Elle va voir Sidi Tijani pour lui demander de l'aider à récupérer, à retrouver son mari, que le mois passe vite et qu'il passe sans problème. D'accord? Il va parler du bureau des chrétiens. Les chrétiens, bien sûr, ce sont les Français. Ceux qui croient en Jésus-Christ, on les appelle des chrétiens. Donc, alors, c'est aussi un autre reproche qu'on reproche à Ahmed Sfraoui. On dit qu'il a été complaisant avec les Français. Il a caché la colonisation des Français pour paraître gentil aux Français. C'est ça le sens. D'accord? Donc, bien sûr, les Français, le protectorat, mais ce n'est pas un protectorat, c'est une colonisation pure et dure. Donc, alors, c'est en 1914, donc Sidi Mohamed, il habitait à Fès, donc il a dû à 100% rencontrer des colonisateurs, ce qu'on appelle des colons qui habitaient au Maroc, et ils n'en parlent pas. La seule mention, c'est la beauté du bureau des chrétiens. D'accord? Sans parler de la colonisation et des torts de la colonisation qui a été causée au Maroc. D'accord? On parle de la beauté de leur bureau. Un point, c'est tout. D'accord? Bien sûr, on parle de la colonisation, ça veut dire pas que nous sommes des racistes, que nous détestons les Français, ou bien, d'accord? Donc, une personne comme ça, c'est une personne nulle. Mais on parle d'un événement historique qui mérite qu'on le taxe d'événement injuste. Alors on en parle comme d'un événement injuste. Alors ceux qui étaient responsables de cet événement, qu'on vienne et qu'on ne parle que de la beauté de leur bureau sans montrer qu'ils occupaient un pays, qu'ils se saisissaient de ses biens, d'accord? Donc ça, pour moi, c'est vraiment nul. Bien. Alors, je m'excuse, la demeure de Lalla Aïcha a perdu toute sa beauté. D'accord? Donc, il nous a dit elle gardait de la beauté à cause de l'ameublement. C'est une maison meublée avec de beaux meubles, d'accord? Et maintenant, elle a perdu tout ça puisque l'Aïcha a tout vendu. Et notre leçon d'aujourd'hui finit par ce point-là. Il décide, d'accord? L'Aïcha et le Zouida décident d'aller voir un voyant aveugle qui s'appelle Sidi Larafi, et c'est lui qu'on aura tout au début du chapitre 10. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et au revoir.